voilà, Et peut-être pour lancer cette discussion finale, moi j'aimerais bien qu'on puisse revenir peut-être un petit peu au schéma qu'on a proposé, dans la partie conclusive, parce que je trouve que les différents exposés ont bien montré la notion de diversité, les processus, enfin toutes les dynamiques, l'analyse systémique. Mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup abordé la question de est-ce que c'est un nouveau paradigme de développement, d'une part, et d'autre part, en quoi ce qu'on a vu, ce qu'on a compris dans les territoires, ce qu'on peut apporter par ces formalisations, peut-être en capacité d'action pour les acteurs, en quoi ça change aussi notre façon à nous de faire de la recherche et en quoi ça change les modalités d'accompagnement sur le terrain de la diversité des acteurs qu'on a vu intervenir à toutes les échelles et avec des postures et des actions très diverses. Donc, je ne sais pas s'il y a un certain nombre de personnes qui voudraient reprendre un peu ces éléments de discussion-là et peut-être de creuser un peu plus cette question d'une part, qu'est-ce que ça change dans les façons de faire du développement territorial et dans les façons de faire de la recherche pour les acteurs, et puis comment est-ce qu'on accompagne ces dynamiques sur le terrain quand on voit la diversité des acteurs, de leurs espaces d'action, de leurs échelles d'action, de leurs modalités d'action. Est-ce que quelqu'un veut intervenir là-dessus? C'est trop générique. Alors, Manon Tassel a levé la main. Oui, j'essaye de mettre tout en route. Oui, alors à l'origine, j'avais une question pour Christophe. Alors, je suis toujours embêtée parce que jusque-là, je prononçais Albaladero, mais c'est peut-être pas comme ça que ça se prononce. J'ai entendu le J. Mais en fait, ça peut être une question qui complète celle qui vient d'être posée et s'adresser à tout le monde sur la façon de faire de la recherche, sur des questionnements relativement méthodologiques. Alors la question pour Christophe, elle était initialement formulée de cette manière. J'ai beaucoup hésité à la poser parce que ça peut soit être un échec total, soit enfin, ça peut tout à fait ne parler à personne et l'Assemblée peut éventuellement ne pas voir le rapport entre ma question et les présentations qui ont été faites. Mais puisqu'Hannah Arendt a été citée, je me lance. Alors, je l'avais formulé comme ça. Vous travaillez sur les notions de révolution en agriculture, évidemment. J'avais été particulièrement marquée par votre proposition dans les révolutions agricoles en perspective, où vous nous rapportiez vos leçons d'Argentine. Vous déclinez le temps en 3 équilibres, si ma mémoire est bonne: fonctionnement, adaptation, histoire, et intégrer la question des médiations territoriales. Ma question est la suivante: avez-vous eu l'occasion de prendre connaissance des travaux récents, relativement récents, sur le structuralisme des passions? Je pense en particulier aux affects de la société de Frédéric Lordon, de 2013, dans la prise en compte justement des affects des acteurs en présence pour l'analyse et la compréhension de la mise en mouvement, comme il dit, des corps, avec le désir comme déterminant des choix, que ce soit pour poursuivre ou bien pour rompre au sein d'un système, d'un modèle. Et si oui, et là la question s'adresse à tout le monde, à tous les participants, est-ce que cette nouvelle méthodologie, approche, paradigme, peu importe le terme pour l'instant qu'on emploie, comment peut-il s'intégrer à ces travaux, renouveler les méthodes et sur le terrain éventuellement s'appliquer? Merci. Merci de la question. Enfin, je peux répondre brièvement, mais aussi inviter au débat sur cette question, parce que non, je ne connais pas ces travaux, en fait, maintenant, ça me paraît bien intéressant. Une chose est certaine, c'est qu'en ce qui concerne le rôle et le travail du chercheur, c'est vrai qu'il y a un mot qui est très utilisé ici en Amérique latine, en tout cas en Argentine, c'est le mot de compromiso, c'est-à-dire l'engagement. Donc effectivement, alors ça rappelle les anciens débats qu'on avait, j'ai vu qu'il y avait François Casabianca, François, sur la question de la recherche-action, c'est-à-dire finalement le rapport du chercheur avec des choses qui ne le laissent pas indifférent, c'est-à-dire il y a un mot
qui n'est pas forcément citée dans tous les débats et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais qui est la question de, enfin on dit militance ici, non, qui est très présent, c'est le rapport finalement du chercheur avec ses modèles et à son engagement, quoi, qui est toujours latent. D'autant plus que dans ce que j'avais marqué, qui est en fait le lien à la société, ce lien est extrêmement sollicité en fait dans tous les modèles agricoles. Et il y a les modèles se confrontent, mais en tout cas là où ils se confrontent le plus fortement, voire violemment, parce qu'il y a quand même une radicalisation qu'on observe, en tout cas en Amérique latine, des positions et des modèles qui est incroyablement forte, c'est qu'il y a quand même une certaine forme de violence dans les rapports verbaux qu'il y a entre modèles. Donc oui, bah, je suis d'ailleurs bien intéressé par les références que vous me donnez et que je ne connais pas. Merci Christophe pour ta réponse. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir? François Cazat a été sollicité, ou je pensais aussi à Marc Pirot, s'il est encore là, peut-être qu'avec ses travaux récents, Avant cela, il y avait Karim Berthomé qui avait levé la main. Alors moi, je ne vois absolument pas les mains levées. Oui, Merci. je peux laisser la parole au... Mais Sylvie a interpellé des collègues qui sont peut-être plus majoritairement sur les travaux sur l'alimentation, donc je leur laisse la place s'ils veulent. Moi, c'était pour rebondir sur les notions d'affect et de désir qu'a mentionné la question de la personne. Moi, je veux bien rajouter un mot, mais en tant que jeune retraité actif, quoi. C'est-à-dire que je ne suis plus vraiment aux affaires. Hein. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que cette question de la coexistence, ça permet de penser finalement les enjeux de changement. Et comme on ne sait plus vraiment ce que c'est que le progrès, hein, puisque le progrès maintenant, on l'a abandonné, quoi, hein, voilà, plus personne n'en parle, que pendant un certain temps, on a remplacé le mot progrès par innovation, hein, comme si finalement l'innovation suffisait pour donner une orientation. Aujourd'hui, le mot coexistence, ça nous amène à légitimer une diversité de modèles. Là où le régime, finalement, s'imposait comme une voie unique. Et donc, comme on sait que le changement absolu et brutal n'est pas une perspective réaliste, en tout cas, je pense que, enfin moi, en tout cas, c'est ma vision. Si on veut garder une véritable motivation et au fond, des formes d'engagement hein, que Christophe vient de rappeler, alors on doit penser les transitions dans les frottements, les tensions que ça suppose. Moi, ça me fait penser à Gramsci aussi, mais quand il dit le monde ancien s'écroule et le monde nouveau tarde à apparaître. Et je crois qu'on est le mot coexistence nous permet de penser ce moment-là, quoi. Ce moment où on sait que le régime, dans ce qu'il a construit comme manière de penser unique, est mis à mal et où finalement, moi je ne crois que très très peu à ces transformations progressives par des bulles d'innovation qui viendraient comme ça lui permettre de devenir durable par l'opération du Saint-Esprit. Voilà. Moi, je peux Merci François. Sylvie. Oui. Donc, c'est Marc ici. Vas-y Marc. Oui, je te remercie de m'avoir sollicité. Il me semble que par rapport à la question que tu posais, et ça me renvoie effectivement à certains travaux pour se dire, mais globalement, qu'est-ce que nous on cherche, on recherche dans l'accompagnement. Et dans nos travaux au Brésil notamment, on avait deux types d'interventions, c'est-à-dire que soit on se disait que les rapports de force étaient extrêmement clivants et difficiles à
a changé. Et donc, on a fait le choix parfois de se dire, eh bien, on va travailler avec une catégorie d'acteurs spécifiques pour réduire, essayer de réduire cette asymétrie de pouvoir. Et puis, c'était aux acteurs, par une montée en capacité, en légitimité, qui leur permettait, on va dire, de jouer différemment dans les arènes territoriales. Mais il y a d'autres expériences, notamment une dernière en Paragominas, en Amazonie, où on s'est dit justement que la coexistence, nous, on recherchait cet objectif. Alors, quand je parle d'objectif, ça ne veut pas dire forcément qu'on imaginait très clairement au départ ce que pouvait être la coexistence. C'est-à-dire qu'on va fournir aux acteurs les moyens d'un dialogue qui soit argumenté pour justement définir entre eux ce que pourrait être des formes de coexistence. Donc, ça suppose que malgré tout, au départ, on a dû travailler sur la réduction des asymétries de pouvoir, et donc travailler notamment avec les communautés indigènes ou l'agriculture familiale, c'est-à-dire pour qu'ils soient en capacité réellement d'intervenir dans le dialogue territorial. Mais de manière parallèle, on a dû travailler avec des élus, avec notamment l'agrobusiness, pour les sensibiliser à l'importance justement de réfléchir aux formes de coexistence. Et ça, c'est donc tout un processus d'accompagnement qui est mis en place. Et donc ça me semble essentiel d'insister là-dessus. C'est tout un processus de mise en dialogue, de mise en interaction, qui n'est pas facile, hein, et où il y a des hauts, des bas, des conflits ou quoi, mais ça fait partie justement des processus au niveau des territoires. Et petit à petit, eh bien, les gens vont comprendre l'importance justement de travailler ensemble. Et ça, on parlait beaucoup du changement, et je pense que moi je me réfère beaucoup aux théories constructivistes, et je pense que le changement, il ne se secrète que dans les interactions. Et donc, y compris quand elles sont un peu conflictuelles, je pense que c'est là la clé en fait des changements. Et petit à petit, il y a eu possibilité de construire justement un référentiel commun sur l'ensemble de ces catégories d'acteurs et des formes de dialogue et donc des formes en fait de construction et des institutions qui ont été créées avec des plans territoriaux, avec une réactivation d'un conseil territorial ou quoi, pour permettre justement à chacun de trouver sa place. Donc là, l'objectif était bien la coexistence, mais sans définir au départ ce qu'elle serait, mais de donner en tout cas les outils et les capacités aux acteurs que pour eux-mêmes définir ce que pourrait être cette forme de coexistence. Voilà. Merci Marc, je pense que ça rejoint un peu la notion de système de médiation aussi, soit que Christophe a défini dans son modèle de développement, mais aussi que Patrick Caron a repris dans son article à la fin de l'ouvrage. Et peut-être qu'il y a encore des choses à faire justement sur ces aspects de médiation et comment trouver et générer et créer des espaces de dialogue entre ces différentes dimensions. Mais peut-être qu'on peut revenir sur la question de Manon Tassel, là, qui a reprécisé aussi dans le chat sur le fait que, est-ce que utiliser ce terme d'innovation, ce n'est pas une manière de le galvauder? Et puis peut-être, Karim, si tu veux réintervenir là sur la question de l'affect pour compléter la discussion. Oui, je pense que Christophe a peut-être plus de choses à dire, mais comme elle a interpellé les notions d'affect et de désir, et elle a mentionné Frédéric Lordon, je pense, bon, j'ai pas travaillé sur les derniers travaux de Frédéric Lordon, mais je pense qu'il mobilise en fait la pensée de Spinoza à la base. Donc je pense que la question des affects et des désirs, c'est fortement basé sur la pensée de Spinoza, pour donner une référence. Et après, ce que je voulais dire sur cette question qui est plus transversale et qui dépasse le champ des transitions alimentaires, c'est qu'effectivement, je pense qu'on se situe dans une période où il y a un regain d'intérêt pour saisir des dimensions affectives dans les approches scientifiques. Et donc, par exemple, dans le cadre d'un autre programme de recherche, le programme CITIN sur les expérimentations citoyennes pour la transition écologique, dans lesquelles il y avait
quelques projets qui touchent à l'alimentation, dont un de Yuna Shifolo et un autre auquel j'ai participé, la question de ces approches sensibles en sciences a été quand même assez fortement abordée dans une perspective qui est différente de la perspective qu'on pourrait dire spinoziste à l'origine et que je pense plus sérieusement fondée, mais dans des perspectives là fondées sur les approches pragmatistes des philosophes pragmatistes du 19e siècle à l'origine et qui actuellement est pas mal reprise. Voilà, pour donner quelques éléments sur au moins deux approches différentes de ces questions. Merci. Je vois que la participation s'érode vu qu'on a dépassé notre timing. Je voulais juste… Mais il y a quand même encore plusieurs personnes qui veulent s'exprimer, donc et on est encore à presque 60 personnes, donc je pense que ça mérite de poursuivre les réflexions qui me semblent très très riches. Donc j'ai vu Christophe et puis Dominique Paturel aussi. Je voulais juste rajouter qu'en fait, forcément, il se pose la question de savoir qui on veut faire coexister, quoi, ou enfin, dans quel cadre on applique cette terme ou cette perspective de coexistence. Parce que, bon, pour donner un cas extrême, mais évidemment, en donnant un cas extrême, du coup, ça risque de caricaturer, on ne va pas voir d'autres situations où ça ne s'applique pas. Mais je pense que ça ne s'applique pas le cadre de la coexistence. Enfin, Marc, tu pourras nous dire, mais dans le cadre de certains acteurs que j'ai pu rencontrer, par exemple en Amazonie, dans lequel la violence est la seule forme de relation qu'ils ont possible. Et d'ailleurs, même, j'avais un texte d'un politologue brésilien qui expliquait même qu'en Amazonie, la forme de régulation, c'est la violence. Donc, c'est la peur et la violence physique, quoi. Et c'est le régime politique de la violence, en tout cas dans certaines zones de l'Amazonie. Enfin, quel sens a appliqué la coexistence dans ce cas-là? C'est pour ça que je parle plutôt de façon générique de coprésence. Parfois, je me réfère au terme de dire qu'on peut peut-être l'appliquer à la condition qu'appliquent Boltanski et Thévenot justement sur leur cadre discursif, qui est de dire on peut peut-être commencer à appliquer notre cadre théorique dans la mesure où il y a commune humanité, c'est-à-dire où on est de façon minimale relativement éloigné de ce qui est la peur, la menace, la violence physique, etc. Je le répète parce que, bon, dans les cas extrêmes, c'est évident, et il y a quand même des cas où il y a une certaine forme de violence, on va dire économique, où on peut se poser la question. Donc, enfin, je pense qu'il ne faut pas oublier ça, et ça ne s'applique peut-être pas qu'en Amérique latine, je ne sais pas. Peut-être du coup une dernière intervention de la part de Dominique Paturel, puisque effectivement, comme on passe le temps, Dominique. Oui, ok, merci beaucoup Pierre. Moi, je voulais juste, surtout par rapport aux dernières interventions qui ont été faites, en particulier celle de Karim, ce que je voudrais dire, c'est que l'arrivée, la prise en compte de la dimension sensible, en particulier dans des recherches basées sur l'intervention ou l'action, et qui donc posent effectivement derrière les questions d'implication des chercheurs, et une dimension qui arrive avec force et qui est extrêmement importante à prendre en compte. Moi, ma question, c'était plutôt comment nous pouvons faire pour, bien évidemment, prendre en compte ces dimensions de sensibilité, notamment d'un point de vue démocratique, là, pour le coup, et en même temps, être en capacité de le traiter comme une tension dans des nouveaux rapports de force qui sont en train de s'instituer, dans des renouvellements sur la façon de penser les rapports de domination, parce que quand même, en tout cas sur les histoires d'alimentation, on est quand même dans une période qui, comment dire, qui a plutôt tendance à peut-être penser la coexistence des systèmes, la coexistence des régimes, mais à mon sens, il faudrait plus le penser comme une tension, et une tension pour laquelle, pour l'instant, on n'a pas d'autre chose à faire que de le penser comme une tension. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais ça me paraît, en tout cas au cœur, en particulier, des enjeux de démocratie,
tels qu'on a essayé de les travailler en direction des populations à petit budget. Parce que sinon, ça veut dire qu'encore une fois, on va institutionnaliser de la participation, de l'écoute, de l'implication, ou je ne sais pas quoi, enfin tout ce type de choses-là, sans se rendre compte qu'on est en train simplement de participer à l'institution de cadres de pensée qui vont devenir le registre de pensée, les nouvelles recherches sur ces enjeux de transformation écologique. Et j'ai l'impression que dans nos pratiques de recherche, ces façons de faire demandent de développer des dispositifs qui sont, à mon sens, peu au rendez-vous aujourd'hui. Du coup, ça rebondit sur comment ça re-questionne les chercheurs dans leurs différentes postures et dans leurs différentes façons de faire de la recherche, justement, sur ces sujets d'actualité. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient s'exprimer? Parce que moi, je n'arrive pas à voir les mains levées, je suis désolée. Mais il n'y a plus de mains levées. Et effectivement, comme on a pris un quart d'heure de retard, peut-être que tu peux conclure. Ou... Oui, ben, du coup, merci pour toutes ces réflexions. On voit qu'on a un peu avancé d'un pas avec le pavé de l'ouvrage. Je pense que ça a ouvert quand même pas mal de réflexions, pas mal de pistes, mais vous avez vu toute la discussion qui a été menée là, a ouvert encore plein d'autres portes. Donc, on est vraiment sur un front de recherche qui paraît super intéressant, super dynamique, et avec encore beaucoup de controverses, de postures différentes. Mais je pense que c'est vraiment ce qui fait aussi la qualité de nos échanges, et puis qui nous donne pas mal de perspectives. Donc, moi, j'aurais un peu envie d'en rester là pour ouvrir et terminer cette discussion, et puis inciter l'ensemble des participants peut-être à continuer le débat. Je ne sais pas si on pourra peut-être avoir la liste des gens qui ont participé, et si on veut continuer à échanger par mail, et puis dans de futurs programmes de recherche, pas de problème. Voilà, donc un grand merci. Ce temps est toujours frustrant, hein, parce qu'on sent bien que là, il y avait, comme tu l'as bien dit, hein, de nouvelles questions, de nouvelles perspectives, de nouvelles controverses. La voie est ouverte. On a pour cela plusieurs espaces de recherche qui sont très actifs sur le sujet, hein, je les ai cités. Les UMR territoires, l'UMR innovation, le réseau Agri-Terris. Le nouveau schéma du département ACT est aussi un espace dans lequel nous continuerons à instruire ces questions. Et donc, voilà, pour information, nous étions 95 participants en début de réunion, voilà, maintenant 50. Mais cela traduit quand même l'intérêt qu'il y a pour ces questions. Et nous vous remercions très chaleureusement de votre participation. Eh bien, donc, à très bientôt. Et au plaisir de vous revoir en présentiel. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Et un grand merci aux intervenants également d'avoir accepté ce... Merci pour l'invitation. On mettra à disposition le lien pour l'enregistrement. Oui. C'est long, mais... Voilà, on essaiera de trouver une plateforme pour diffuser la vidéo. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Pierre. À bientôt. À bientôt.